Nous sommes ici au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion. Le bâtiment vient juste d'être inauguré après plusieurs mois de rénovation. Et c'est ici que nous avons choisi d'accueillir la toute première invitée de cette émission. Erika Barej, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes actuellement députée de la première circonscription de La Réunion, auparavant secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle, puis ministre de l'Outre-mer. Alors, première question, tout comme nos téléspectateurs, vous venez de découvrir ce magazine sur l'eau à Mayotte 2 ans après. Vous voyez l'avancement de ce projet, de ce plan eau que vous avez mis en place. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu voir aujourd'hui ? Sur certains aspects, effectivement, je suis satisfaite parce que je vois que sur les forages, sur l'usine de traitement des eaux salées, ça a avancé. Je suis moins satisfaite lorsque j'entends qu'on se réinterroge sur la 3e retenue collinaire, alors que cet élément était un des points du plan Mayotte, du plan eau Mayotte, alors pas que le plan d'urgence, parce que c'est bien une structure sur du moyen et long terme. Donc voilà, je note que les choses se sont mises en place. Je note aussi qu'il y a eu du personnel pour lequel on avait prévu un financement près de 2 millions d'euros pour qu'il y ait l'encadrement technique, l'ingénierie, l'encadrement administratif, parce que derrière tout ça, vous avez noté que c'est beaucoup de papiers, beaucoup de procédures, un certain savoir-faire technique. Donc il fallait de façon un peu urgente accompagner les services locaux de Mayotte avec une expertise que les services n'avaient pas jusqu'à maintenant. Justement, on a vu tous ces efforts dans ce magazine. Alors, la pénurie en eau a été la première grande crise à laquelle vous avez dû faire face en tant que ministre. Est-ce que, en tant que ministre d'Outre-mer et à titre personnel, comment vous avez vécu cet épisode ? D'abord, assez violemment, parce que l'eau, c'est la vie. Et que lorsqu'on se rencontre, on se rend compte que derrière cette problématique, il y avait véritablement un enjeu vital pour le territoire, pour les hommes, les femmes, les enfants. C'est extrêmement difficile. Et de se dire, et puis on se dit, mais l'eau ne tombe pas du ciel. Il y avait une sécheresse exceptionnelle à ce moment-là. D'ailleurs, c'est très bien expliqué par les techniciens. Il y a eu le temps de la saison des pluies qui a été décalé, et lorsque la pluie est tombée, elle n'est pas tombée au bon endroit. Bon, bref. Donc ça a été assez violent. Et là, on se dit, mais s'il n'y a pas d'eau, comment je vais pouvoir trouver de l'eau? Parce que c'était véritablement ça la question. L'eau ne tombe pas. Les forages avaient été abandonnés pendant très longtemps. Et l'usine qui devait servir à traiter l'eau de la mer, elle était en activité, sauf qu'elle ne suffisait pas à la production. Donc véritablement, sans solution face à un problème vital. Et puis, on se dit également que ce sujet qui existe aujourd'hui, qui existait en 2016, avec les événements climatiques qui sont devant nous, et l'évolution démographique, ça va être un sujet qui va être encore plus important dans l'avenir si nous ne prenons pas les mesures. Donc rapidement, on a convoqué tout le monde et on ne s'est pas laissé intimider par l'ampleur du sujet, et on s'est mis au travail. Alors justement, à ce moment-là, vous arrivez en urgence à Mayotte, et arrivé sur place, vous découvrez qu'il y a plusieurs années de retard en termes d'investissement et de protection de la ressource. Comment est-ce que vous découvrez ça? Quelle est votre première réaction en découvrant toutes ces négligences, ces retards? Parce que par la suite, on a l'impression que vous avez été un peu prise de court. Non, d'abord, avant de venir à Mayotte, j'avais invité les responsables locaux à une séance de travail au ministère. Donc j'ai reçu les responsables du SIAM,
au ministère des Outre-mer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau n'est pas une compétence d'État, c'est une compétence locale. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est dans une crise, c'est largement insuffisant. Donc j'avais demandé aux techniciens de venir, aux responsables, donc mes techniciens et responsables, pour que nous puissions faire un point et les entendre sur la situation. Je n'étais pas très satisfaite des choses parce que je me dis que quelques années après la départementalisation de Mayotte, donc en 2013, lorsque nous lançons les conférences de l'environnement pour faire un plan Mayotte, ce plan s'est concrétisé, plan Eau Mayotte stratégique, s'est concrétisé qu'en 2017 avec beaucoup de travail technique autour de ça. Et je me disais, et j'ai partagé ce mécontentement ou en tout cas ces interrogations avec les responsables en disant qu'il y avait quand même quelques petites choses qui auraient pu être faites. Je pense au forage. Les Mahorais savent très bien, il y a naturellement des forages qui existaient, qu'il aurait fallu entretenir, qu'il aurait fallu activer très rapidement. C'est l'entretien des canalisations. On n'a pas besoin d'attendre 2017 sur un plan stratégique eau pour savoir qu'on doit entretenir les canalisations pour diminuer les pertes. Il y en a à Mayotte, mais il y en a partout. À La Réunion, il y en a aussi. Mais dès qu'on intervient sur les canalisations, on voit bien qu'il y a une ressource qui part à la mer qui peut être utilisée par les Mahorais. Donc voilà, et après je suis venue à Mayotte en ayant fait cette discussion avec les responsables, en ayant pris des décisions. Les décisions ont été celles que vous connaissez, usine pour traiter l'eau de mer, faire l'interconnexion des retenues entre le nord et le sud, parce que j'avais noté lors de la crise qu'il manquait cette solidarité entre une retenue et une autre. Donc j'ai mis sur le fonds exceptionnel d'investissement 3 millions d'euros pour aider le syndicat pour faire ces travaux. Bref, j'ai rajouté au plan de 51 millions 6 millions sur du fonds exceptionnel d'investissement qui n'était pas prévu pour ça, pour accélérer les choses et avoir des solutions très concrètes rapidement. Justement, parmi ces mesures, est-ce qu'elles étaient toutes réalisables parmi les mesures de ce plan? Alors, toutes étaient réalisables, sauf que dans l'urgence, et quand je vous dis pas d'eau du ciel, pas d'usine pour traiter l'eau de la mer, si la crise continuait et si l'eau ne tombait absolument pas, il fallait quand même trouver un plan B. Il fallait trouver une solution pour qu'on reçoive de l'eau de l'extérieur qui vienne à Mayotte. On avait deux pistes. On avait la piste des fameux tankers, mais c'était vraiment un plan B sur une situation qui ne trouvait pas de solution. Donc il fallait quand même que je réfléchisse au pire du pire. Je ne pouvais pas laisser la situation comme ça. Donc il y avait les tankers et on avait deux pistes. On avait la piste de venir chercher de l'eau à La Réunion, parce que vous savez que dans certains endroits, il y a de l'eau, un surplus d'eau qui repart à la mer, et on s'est dit on va récupérer ça. Sauf que là aussi, il fallait des canalisations, vous savez, on est en pleine mer, donc vraiment une instabilité des bateaux, des travaux incroyables, donc très très cher. Et on avait une autre piste qui était de dire qu'on faisait venir de l'eau de Marseille, de l'Hexagone, donc des tankers d'Hexagone qui viendraient amener de l'eau aux Mahorais. Donc vous voyez, il y a des choses qui se sont percutées, plusieurs choses en même temps. Le plan moyen-long terme pour Eau Mayotte qu'on avait conclu en 2017 avec des financements européens, États, locaux, l'AFD, la Caisse de dépôt, etc. Donc tout ça a été ficelé. La crise intervient en 2016, il faut trouver des solutions de moyen terme en n'ayant aucun outil technique, donc il fallait tout créer. Et enfin se dire, si on n'arrive pas à tout ça, au pire du pire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher des tankers. Donc on l'a présenté au Conseil des ministres, cette solution qui coûtait très très cher, mais il était hors de question que je regarde les choses se faire en disant, on n'a pas de solution, on mourrait de soif. C'était absolument impensable, inimaginable. Alors, si je comprends bien, cette solution du tanker a été abandonnée parce qu'elle coûtait trop cher. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de plan B si jamais un tel événement venait à se reproduire. Est-ce qu'on vous a parlé d'autres alternatives qui seraient plus réalisables? Non. Aujourd'hui, s'il existe
un cas de figure tel que celui-là, c'est-à-dire que, les travaux qui sont prévus, forage, usine pour dessaler l'eau, je vois que ça avance bien et ce qu'on avait prévu est en route. Il nous faut la 3e retenue collinaire. Il faut maîtriser la consommation de l'eau et il faut faire en plus les travaux sur le réseau d'eau. Voilà les 5 actions qui permettront demain d'être au rendez-vous de l'eau. Si il existe une situation catastrophique, elle touchera Mayotte, elle touchera La Réunion, elle touchera beaucoup de pays. Ça veut dire que les effets du réchauffement climatique feront que aucune goutte d'eau du ciel, plus d'eau en souterrain et la mer, les usines pour dessaler insuffisantes. C'est une situation ultra catastrophique qui touchera pas les Mahorais, qui touchera l'ensemble des îles de l'océan Indien. Et véritablement, moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. L'eau est vitale. L'eau est une ressource qui existe au gré de ce que veut la nature. Et s'il y a du déboisement, s'il n'y a pas de précaution pour protéger la ressource, il n'y aura pas de plan B, de tanker ou tout ce que vous voulez. Tout ça est vraiment d'une extrême urgence, mais n'est pas une solution. Un tanker n'est pas une solution. Alors, plusieurs mesures de ce plan consistent à financer des études, des prospections. Pourquoi s'être limité à des études alors que, vous le voyez aujourd'hui, l'évolution démographique demande des plans en urgence, des nouveaux forages en urgence. Pourquoi ne pas avoir dimensionné ce plan eau dès le départ pour tenir compte de cette évolution démographique? Mais il est dimensionné pour ça. Le plan eau est dimensionné pour ça. Le plan eau, je le répète, n'a pas été arrêté par la ministre des Outre-mer à Paris dans son bureau. Le plan eau a été arrêté après une mission interministérielle, après 2 séances de travail avec les responsables locaux, la première n'ayant pas abouti à un accord parce que le plan ne correspondait pas à ce que le territoire souhaitait, et la 2e réunion a conclu à un accord avec les autorités locales sur toutes les mesures court, moyen et long terme, dont la 3e retenue collinaire, dont les forages, dont le traitement des eaux de mer et l'interconnexion entre les 2 retenues collinaires. Donc le plan eau qui a été mis en place est un accord du territoire avec l'État et des financements qui sont des financements également européens. Et c'est dimensionné, en tout cas, tel que voulu par les responsables locaux et l'État. Dimensionné pour combien d'années d'approvisionnement sûr? Alors, c'est un plan qui se déroule sur les 5 prochaines années. Encore une fois, je pense qu'il doit véritablement s'accompagner d'une maîtrise de la consommation. Quand on n'a pas beaucoup d'eau, mais je le dis, c'est pas Mayotte, hein, et partout, quand on n'a pas beaucoup d'eau et quand l'eau sert à vivre, je pense qu'il n'est pas utile de nettoyer sa voiture avec de l'eau potable. Je pense que ce n'est pas utile. Je pense que l'eau potable doit servir à la vie et que la voiture attendra s'il y a un problème d'eau sur les territoires. Donc voilà, très clairement, tout a été arrêté. Une circulaire avait été prise en 2016 pour dire au préfet « allez-y, mettez en œuvre les choses » et le plan stratégique est prêt pour une contractualisation qui est mis en œuvre aujourd'hui par le gouvernement. La contractualisation démarrée dès mi-2017 après le changement de gouvernement. Donc vous nous dites 5 années, dimensionnées pour 5 années d'approvisionnement sûr. Il a été signé en 2017, aujourd'hui nous sommes en 2019, la retenue n'est pas faite, les forages ne sont pas encore faits, donc ça veut dire que d'ici 3 ans, il sera déjà dépassé, alors qu'une retenue collinaire, ça prend quasiment 3 ans pour être construite.
C'est pour ça que je vous pose la question. Mais je ne peux que le regretter. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas au moment où tous les travaux responsabilité. seront réalisés, le plan sera déjà dépassé dans ce cas-là. Je ne sais pas, c'est les autorités maintenant qui doivent réajuster s'ils doivent réajuster. Mais en tout cas, lorsque nous avions pensé ces travaux, ce dimensionnement, etc., encore une fois, il avait été arrêté avec l'accord de ceux qui connaissent le mieux leur territoire, hein, c'est-à-dire les élus locaux, des collectivités et du syndicat de l'eau. Voilà, mais c'est ce que je vous disais au début de votre entretien, vous me le demandiez, c'est que on regarde toujours que les choses prennent un temps extraordinairement long pour faire, alors qu'on pourrait accélérer les procédures, simplifier les procédures, avoir une gouvernance. C'était d'ailleurs un des objets du plan eau, mettre des gouvernances partagées où tout le monde est autour de la table, où les réglementations sont un peu assouplies sans porter préjudice bien sûr à la loi, c'est pas ce que je dis, ce qui est un peu perturbant, c'est que lorsque on arrête quelque chose en 2017 et que j'entends là qu'on remet en cause en 2018-19 ce qui avait été décidé en 2017, c'est sûr que ça ne permet pas d'accélérer la mise en œuvre de ce plan stratégique. Alors, vous avez vu dans l'enquête qui a été réalisée, les associations environnementales qui s'interrogent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des mesures de protection de la ressource, de protection de ces retenues. On voit des gens qui cultivent autour. Et même pour les fuites d'eau, il n'y a pas eu de mesures à ce niveau-là. Pourtant, ça fait partie des bases même de cette protection. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mesures sur le plan… Je pense que le syndicat de l'eau est tout à fait à même de prendre les décisions pour mettre les protections. Je le dis parce que ici, avec la communauté d'agglos dont nous faisons partie à Saint-Denis avec la CINOR, c'est un travail qui est fait par la collectivité locale. Donc à la mairie, on a un programme, voilà. Donc c'est juste pour illustrer qu'il y a une compétence locale qui prend les mesures pour protéger les sites. C'est absolument nécessaire parce qu'on peut faire l'objet d'une malveillance. On met du produit dangereux dans cette eau qui va dans les robinets, c'est extrêmement dangereux. Donc je pense qu'aujourd'hui le syndicat de l'eau peut prendre les mesures de protection des sites, peut engager avec l'entreprise avec qui il y a une contractualisation pour l'exploitation du réseau d'eau. Dans les contrats de délégation de services publics, si c'est le cas à Mayotte et pour certaines villes, demander à l'entreprise qui exploite ces réseaux d'avoir des résultats dans l'entretien de ces canalisations d'eau. Bref, il y a plusieurs outils qui permettraient aujourd'hui, localement, à contractualiser et à mettre en œuvre ça. Vous êtes en train d'évoquer d'une certaine manière les défaillances au niveau des syndicats et des élus. Est-ce que vous avez été aidé à l'époque justement par ces élus, notamment les maires qui ont cette compétence pour élaborer ce plan? Moi, je ne parlerai pas de défaillance. Ça a été très bien dit dans votre reportage. Quand Mayotte devient département français, au moment où elle devient département français, où cette terre devient département français, tout ce qui aurait dû être mis en place en 2011 et de façon anticipée sur différentes problématiques n'a pas été construit. C'est un fait. Lorsque nous arrivons en 2012, nous prenons différents sujets et nous posons une mise en commun entre le local et le national, parce qu'il est hors de question de dire de Paris, voilà, vous allez faire comme ci pour l'éducation, comme ça pour la santé, comme ça. C'est pas possible ça. Donc on met autour de la table les responsables et l'État et on dit, regardons comment on peut construire des stratégies, que ce soit sur l'eau, l'éducation, etc. Tout était à construire. Tout est à construire. Les élus ont fait ce qu'ils avaient à faire
avant la départementalisation. Après la départementalisation, d'autres règles, d'autres obligations, mais pas forcément les moyens à la hauteur de leurs responsabilités. Et lorsque nous attelons à des sujets comme l'eau, ce n'est pas du court terme. Ça prend des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À La Réunion, ça a pris de très nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est encore perfectible. Et aujourd'hui, nous avons encore des villes où il n'y a pas d'eau potable, tout le temps, au robinet, en 2019. Donc vous voyez qu'on est sur du long terme. Donc moi, je ne jette la pierre à personne. Ce que je dis, c'est qu'il faut dire la vérité. Il faut dire les choses. Il faut prendre ses responsabilités. Et surtout, il faut travailler en commun. Parce qu'on est tous responsables de l'eau. Les élus, quel que soit leur poste, l'État, quel que soit son poste, mais aussi le citoyen. Le citoyen doit veiller à ne pas jeter l'eau. Sans eau, on meurt. On peut passer quelques jours, quelques semaines sans manger. Mais sans eau, c'est impossible. Donc nous sommes tous garants de cette précieuse ressource qu'est l'eau. Je vous posais cette question parce qu'aujourd'hui et régulièrement, on entend parler du manque d'ingénierie, d'attractivité, des spécialistes financiers pour monter les dossiers. À Mayotte, l'école reste trop en retard pour fournir les compétences suffisantes pour gérer ce type de dossier. Mais avec votre plan, vous avez démontré que quand l'État voulait agir, il était capable de mobiliser et faire avancer les choses assez rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut une crise à chaque fois pour que l'État fasse ce travail? Non, je pense que, enfin, moi, mon état d'esprit, parce que je suis un peu mahoraise aussi, hein. Je suis de l'océan Indien, on est ensemble. Je ne suis pas une Parisienne, moi, je suis de là. Et j'ai le même sentiment d'ultramarine que nous tous. C'est quand il y a une crise, on a l'impression que tout se débloque. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais aujourd'hui, il y a tous les outils pour faire. Et il y avait depuis 2017 tous les outils. Il y avait du financement pour accompagner l'ingénierie. D'ailleurs, il y a eu des recrutements qui ont été faits. Il y avait des prêts qui avaient été prévus avec l'AFD. Eh bien, j'ai l'impression que là où ça bloque, c'est une espèce de piétinement. Je le vois, moi, en tant que députée, sur beaucoup de sujets. Je l'ai vu quand j'étais ministre. Il a fallu que je bouscule beaucoup les choses, hein, parce qu'on m'explique toujours que ce n'est pas possible, qu'il y a la Constitution, le principe de ci, bien sûr qu'il y a tout ça. Bien sûr, je suis respectueuse de tout ça. Mais il y a une façon d'amener les choses qui permet toujours de faire avancer les sujets. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites il n'y a pas forcément la compétence mahoraise pour le faire. Quand dans la loi égalité réelle, on met le dispositif 400 cadres, le même qui existe en Nouvelle-Calédonie, qui consiste à faire former très concrètement des jeunes gens et des jeunes filles qui ont leur bac ou un diplôme pour qu'ils deviennent des professionnels d'une matière et qu'on leur garantisse au retour sur leur territoire des postes pour faire. Faisons-le. Mettons quelques exemples, quelques jeunes qui seraient ravis de le faire. Ils participeraient à un sujet extraordinaire pour leur territoire. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ces lourdeurs, ces horreurs administratives qui sont sur les mêmes schémas et qui nous répètent que c'est toujours très compliqué, qu'on ne peut pas avancer, qu'il ne faut pas faire, etc. Je pense qu'on a tout aujourd'hui pour le faire. Tout pour faire avancer le sujet de l'eau. Alors justement, en tant que ministre, est-ce que vous avez, lors de cette crise, est-ce que vous avez senti une solidarité de la part des autres ministres du gouvernement pour vous aider à débloquer ce dossier? Oui, oui, très certainement. Sur l'environnement, sur les finances, parce qu'il a fallu quand même faire acter des dépenses supplémentaires. Oui, on a cette solidarité gouvernementale en situation de crise. En situation de crise. En situation de crise. Oui. Mais moi, ce que j'ai senti pendant la crise de l'eau, c'est surtout une résilience incroyable des Mahorais. Je veux dire, on est passé par des moments difficiles
où on coupait l'eau de façon régulière, souvent, avec des risques de maladie derrière. Et les Mahorais ont trouvé des solutions très pragmatiques, ont gardé un peu en mémoire l'histoire de leur enfance, de ce que faisaient leurs grands-parents, etc. Et ça, quand même, ça a sauvé beaucoup Mayotte. Alors, l'année dernière, une nouvelle crise touche Mayotte. Vous écrivez une tribune pour dénoncer le manque de considération à l'égard de ce territoire. Comment, pour vous, cela se traduit-il dans la politique menée à Mayotte? Est-ce que vous avez, par exemple, rencontré des difficultés sur d'autres dossiers ou vous rencontrez des blocages? Alors, sur Mayotte, au moment où j'écris sur ce sujet, sur la crise, c'était en fin 2018. Nous avions beaucoup de difficultés à constater la mise en œuvre de la loi égalité réelle. Pendant des mois, je me suis battue pour dire à mes collègues autour de la table du Conseil des ministres que Mayotte, c'était un nouveau département et qu'en tant que département, ces Français devaient avoir les mêmes droits que tous les Français. Et ensuite, avec l'aide du président, qu'il fallait accélérer ce rattrapage. Et moi, en 2018, je ne vois pas les choses se faire. Et je trouve ça injuste. Alors, pour revenir à la crise de l'eau, est-ce que vous pensez qu'une telle crise d'une telle ampleur pourrait arriver ici, à La Réunion? Bien sûr, personne n'est protégé des crises d'eau. Personne. Ici, à Madagascar, en Europe, partout. Alors après, les situations ne sont pas les mêmes, puisque les réserves ne sont pas les mêmes, bien entendu. Sauf qu'il y a des réserves, il y a une population qui évolue. Également chez nous, on sera 1 million. Mais les effets migratoires, les changements de pays, ça se voit dans le monde entier. Pourquoi on serait protégé de ça? Donc on peut avoir un effet démographique qui peut évoluer. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que dans le bassin océan Indien, il peut y avoir des effets migratoires très importants. Donc 1 million d'habitants. Une pluie qui deviendra plus rare avec le réchauffement climatique si on ne change pas nos comportements, ne préserve pas la nature, c'est possible. Beaucoup de voitures, des boisements, etc. pourraient faire ça. Donc on assèche ou on diminue la réserve, on augmente le besoin, on ne contrôle pas sa consommation. Ça peut arriver à La Réunion comme ça peut arriver partout. Ce qui se passe actuellement en Mayotte, et si c'était le cas alors ici à La Réunion, est-ce que vous pensez qu'elle serait gérée de la même manière, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau local? Alors ça, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas aux affaires, donc je ne peux pas parler pour la ministre ou les ministres des Outre-mer. Je peux parler pour localement. Localement, il y a eu quand même, sur un temps qui est plus long que celui qui avait été attribué à Mayotte, puisque nous, on travaille sur l'eau depuis de très nombreuses années. Donc, il y a quand même des infrastructures qui existent à La Réunion qui n'existent pas encore à Mayotte. Il y a des travaux sur les canalisations, etc. Donc, je pense qu'on a des outils qui existent à La Réunion qui nous permettraient peut-être, sans doute, je l'espère, et des élus qui connaissent un peu la pratique du sujet, puisque ça fait un moment qu'ils gèrent ça, les outils, la connaissance et quelques techniciens qui sont sur les territoires feraient que nous saurions localement, en tout cas je l'espère, mieux maîtriser l'environnement d'une crise. Alors, dernière question, Madame Barège, le département de Mayotte et la région Réunion viennent de signer des engagements pour une meilleure coopération dans le cadre de la France, de l'océan Indien. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y aura plus de solidarité entre les deux îles, Mayotte et La Réunion, notamment en cas d'une crise similaire? C'est tout le mal que je peux nous souhaiter. Nous sommes les 2 seuls départements, régions ultra-périphériques de ce bassin océan Indien. Nous sommes des sœurs, nous sommes des îles sœurs. Nous faisons partie de la même République. Nous bénéficions d'une solidarité nationale et nous devons absolument amplifier la solidarité des Français du bassin océan Indien. Je pense que c'est un beau projet qu'il faut absolument faire grandir. Moi, je suis soucieuse de la solidarité des peuples, du monde entier. Je pense que face à la guerre, face à dérèglement climatique, absence de l'eau,
perte des surfaces pour se nourrir, violence extrême, extrémisme, racisme. Nous avons le devoir de développer des valeurs humanistes. Et nous sommes des îles françaises qui sommes porteuses de ces valeurs humanistes. Alors à nous de le faire, je trouve que c'est un très très beau projet et c'est comme ça que nous allons grandir ensemble. Elka Barej, merci d'avoir bien accepté de venir répondre à mes questions. Le plaisir était pour moi. Et on espère peut-être vous voir très bientôt à Mayotte. Oui, en vacances. D'accord, à très bientôt. À bientôt. Voilà, cette émission touche à sa fin. Vous avez pu voir ces réponses de Madame Barej sur la crise de l'eau. Alors, ce rendez-vous, vous le retrouverez désormais chaque mois. Et je vous donne rendez-vous donc pour un prochain numéro avec un autre thème. D'ici là, je vous dis à très bientôt à Mayotte cette fois-ci. À très bientôt sur La Première.